Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette émission Vox Femina. Bonsoir Elisabeth, Bonsoir Emmanuel. merci de nous accueillir au sein d'Orange. Et nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet Elisabeth avec la vidéo de Valérie Tandeau de Marsac, qui est la fondatrice de Vox Femina, comme vous le savez, mais qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Donc nous allons regarder cette vidéo tout de suite. Bonsoir, je suis Valérie Tandeau de Marsac, la fondatrice et présidente de l'association Vox Femina, parole d'experts au féminin. J'ai le plaisir de vous accueillir ce soir pour une table ronde sur la visibilité des femmes expertes dans les médias en période de crise. Alors, ce sujet, bien sûr, il est au cœur de la raison d'être de notre association. En effet, nous avons créé l'association il y a une dizaine d'années pour travailler sur un axe très précis qui est la visibilité des femmes dans les médias, en nous appuyant sur un constat fait par l'étude sur l'image des femmes dans les médias qui montrait que quand les médias interrogent des experts, ils interrogent une toute petite minorité de femmes et une très très grande majorité d'hommes. Donc voilà, nous, notre mission, notre raison d'être, c'est donc d'une part d'identifier des femmes crédibles comme expertes pour les faire monter en visibilité dans les médias, et d'autre part de mener une action de sensibilisation à l'importance de ce sujet pour rééquilibrer un petit peu aussi les stéréotypes et aussi faire émerger ce qu'on appelle des rôles modèles de femmes dans les médias qui ne soient pas exclusivement des témoins de la vie quotidienne, comme disait l'étude sur l'image des femmes dans les médias, ou pire encore, des victimes. Voilà, ça c'est notre raison d'être. Elle est évidemment d'une très grande actualité. On a pu croire pendant quelques années que le sujet était classé, mais pas du tout. Au contraire, la crise nous a montré que ce n'était absolument pas le cas. Et je crois que la table ronde va revenir amplement sur ce sujet. Donc je vous laisse le plaisir de le découvrir plus en détail tout à l'heure. Mais simplement, je voudrais rappeler que en plus de l'action institutionnelle que je viens de décrire, nous menons depuis maintenant aussi une dizaine d'années une action de terrain au quotidien pour notamment à travers un concours que nous avons mis en place il y a plusieurs années qui s'appelle le concours Femmes en Vue et qui consiste à demander à des femmes qui s'estiment crédibles comme expertes pour les médias de se porter candidate pour participer au concours et ensuite nous réunissons un jury et nous sélectionnons une douzaine de lauréates à qui nous proposons de faire une expérience de média training. Notre motto, notre credo, c'est learning by doing. Voilà, le meilleur apprentissage, c'est d'y aller, de se trouver face caméra et de dire en quoi on peut apporter un témoignage d'experts intéressant pour les médias. Voilà, j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à cette table ronde et je remercie aussi notre partenaire Orange qui nous accueille ce soir, Delphine Pouponneau et ses équipes qui ont beaucoup soutenu Vox Femina et contribué à l'organisation de cette soirée, ainsi que Emmanuel Rosenzweig et à Elisabeth Chungi qui nous accueille ce soir. Alors Valérie l'a énoncé, le thème de la table ronde c'est « Experte dans les médias, quelle visibilité en temps de crise ?» Alors j'imagine que ce thème vous inspire Elisabeth, hein. Vous avez été journaliste, présentatrice de nombreuses émissions. Alors c'est si dur que ça de trouver des femmes et de donner visibilité aux femmes sur les plateaux ? Alors avant de répondre à votre question, juste vous dire que je suis ravie vraiment de célébrer un anniversaire aujourd'hui puisque nous fêtons les 10 ans d'un partenariat très fructueux entre Vox Femina et Orange. Orange qui a toujours été très engagé sur ce terrain de l'égalité femmes-hommes. Et donc, je suis absolument ravie de participer à cette table ronde. Alors, juste pour répondre à votre question, peut-être d'abord 2 anecdotes. Une sur la perception. J'ai présenté il y a quelques années, donc dans la vie d'avant, effectivement, j'étais journaliste et présentatrice, j'ai présenté une émission culturelle à une heure de très grande écoute et j'étais la première femme à présenter cette émission à cette heure de très grande écoute. Et je portais une jupe ce jour-là parce que voilà, je suis une femme, de temps en temps j'aime bien mettre des jupes. Et le lendemain, au-delà des audiences, il y avait une avalanche de commentaires s'offusquant que je puisse prétendre montrer mes jambes
tout en parlant de culture, de politique et en interrogeant des essayistes. Et la sanction a été assez immédiate. J'ai été condamnée à passer toute la saison en tailleur-pantalon, comme s'il avait fallu me masculiniser, comme si le port d'une jupe et le port d'un cerveau n'étaient pas compatibles. Bon, autant dire que je n'ai pas aimé du tout. Et puis plus généralement, lorsque je présentais des émissions, dès qu'il y avait autour de la table des producteurs hommes, des rédacteurs en chef hommes, et qu'il fallait inviter des experts, il y avait toujours des listes de noms, toujours des hommes. Et à la fin, moi, j'étais toujours la râleuse qui disait « Mais au fait, il n'y a pas de femmes autour de ce plateau. » Donc, on me traitait de rabat-joie, mais on invitait quand même des femmes. Et donc, voilà, je n'ai jamais lâché l'affaire. Bien, heureusement. Alors aujourd'hui, vous êtes directrice exécutive RSE, diversité, solidarité du groupe Orange. Alors, pourquoi est-il important de valoriser les expertes ? Alors, c'est très important pour susciter des vocations au-delà des stéréotypes. Chez Orange, par exemple, nous avons une problématique de recrutement de métiers techniques, des techniciennes pour poser la fibre. C'est le maillon essentiel de la chaîne Orange, aux ingénieurs en intelligence artificielle ou en data, en passant par des ingénieurs en cybersécurité, parce que ce sont des métiers qui sont encore considérés, qui sont encore perçus comme des métiers masculins. Or, on sait très bien, toutes les études montrent combien la diversité, notamment la diversité de genre, a un impact positif sur la performance d'une entreprise. Si on reprend les métiers de la tech, par exemple, on a aujourd'hui des études très précises de BCG notamment qui montrent qu'une start-up cofondée ou fondée par des femmes a 2,5 fois plus de chances de réussir qu'une start-up cofondée par des hommes, alors que ces mêmes start-up portées par des femmes ont 30% de chances en moins d'être financées par du capital risque. Donc vous voyez comment finalement les médias ont une vraie responsabilité dans la lutte contre les stéréotypes et donc la valorisation de la parole des expertes femmes. Alors justement, quelles actions allez-vous mettre en place pour favoriser, pour mettre en faveur de l'expertise des femmes ? Alors nous mettons depuis longtemps déjà de nombreuses actions en place pour valoriser nos expertes et les mettre en lumière. Il y a des programmes comme le programme Femmes Entrepreneurs porté par Orange France. Il y a également le programme Hello Women. Nous avons aussi des appels à projets où nous recrutons des promotions de femmes sur des métiers techniques et nous les accompagnons tout au long de leur parcours. Nous sommes très vigilants sur les questions d'équilibre vie privée, vie pro. Et nous avons mis en place d'ailleurs le premier accord égalité monde femmes-hommes dans l'ensemble des pays où nous opérons. Et c'est vraiment une première pour un opérateur de télécom. Donc nous sommes vraiment très très engagés sur ces sujets. Et puis je crois beaucoup aussi à l'exemplarité. Et c'est pareil dans les instances dirigeantes des entreprises comme dans celles des entreprises de médias. Aujourd'hui, nous avons une femme à la tête d'Orange France, notre pays le plus important en termes de chiffre d'affaires, Fabienne Dulac. Et c'est une ambassadrice, forcément, c'est un rôle modèle. Nous avons une femme patronne de l'Europe aussi. Et donc, c'est très important de pouvoir s'identifier. Donc, je suis vraiment ravie que nous soyons là toutes ensemble ce soir pour relever ce challenge de la visibilité des expertes. Et je vous souhaite donc une très belle table ronde, Vox Femina, digitale, masquée, mais avec le sourire. Merci beaucoup Elisabeth, c'est très dommage que vous soyez obligée de nous quitter, mais bon, je sais que vous avez un planning très très chargé. Merci encore. Alors maintenant, je vous propose d'accueillir Céline Calvez, qui est députée de la 5e circonscription des Hauts-de-Seine et autrice du rapport « La place des femmes dans les médias en temps de crise ». Je pense que vous l'avez lu. Alors, nous allons la retrouver dans quelques instants. Au revoir Elisabeth, merci. Merci Emmanuel.
Bonsoir Céline. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué lorsque vous avez finalisé le rapport qui, je rappelle, vous a été confié par le Premier ministre? Que il fallait pouvoir avoir une attention sur la place des femmes dans les médias, à tous les niveaux, que ce n'était pas la responsabilité des médias. Ça, c'est pour la finalisation. Mais dès le départ, si on remonte un petit peu en arrière, dès le départ, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'on opposait parfois trop souvent la question de la place de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les médias et la fiabilité de l'information. Or, on sait très bien que la fiabilité de l'information, eh bien, c'est quand vous avez des sources différentes que vous pouvez recouper. Et donc, pour moi, c'est éminemment conciliable, c'est nécessairement conciliable. Oui, je comprends. Je me rappelle, dans le rapport, vous mentionnez la une du Parisien sur le monde d'après. J'aimerais que vous nous racontiez. Il y avait 4 experts. Oui, alors cette une avait suscité beaucoup d'émotions sur les réseaux sociaux, la mienne également. Ma première réaction était la surprise, puisque lorsque j'ai vu cette une qui paraissait dans la nuit de samedi à dimanche, j'ai cru que c'était une fausse une, que c'était un fake, on va dire. Et donc, j'ai dû vérifier sur le Parisien, le site du Parisien, que cette une qui montrait 4 hommes blancs qui nous dessinaient le monde d'après était vraiment la une du journal. En effet, on était vraiment imaginé le 5 avril, donc nous étions au bout de 2 semaines de confinement. Nous étions encore vraiment à nous poser des questions sur le monde d'après. Et là, en fait, les femmes n'avaient pas le droit de s'exprimer ou même de penser au monde d'après, puisque cette couverture les excluait complètement. Et donc, ça a été le facteur déclencheur. Marlène Schiappa s'est saisie de cette une, de l'émotion qu'elle avait suscitée, pour déclencher une mission avec le ministre de la Culture, Franck Riester, et Édouard Philippe, à ce moment-là, vraiment, parce qu'elle avait déjà suscité l'attention sur ça, mais là, il fallait donner un signe fort et appeler à la vigilance de chacun à partir de cette une. Mais cette une, ce n'était pas uniquement un symptôme, c'était un parmi d'autres. Et on avait vu sur les plateaux télé ou sur les unes également que les femmes disparaissaient. Et paradoxalement, c'était quand même les femmes qui étaient au sein du foyer ou parfois dans les services ou auprès des patients malades du Covid. Eh bien, c'était les femmes qu'on voyait. Donc, il y avait ce paradoxe de les voir absentes de la parole sur l'après et de les sentir présentes. Et là, c'était intolérable et il fallait faire quelque chose. Il fallait se saisir de cette occasion pour faire une mission sur la place des femmes dans les médias en temps de crise. Et bien sûr, ça nous a permis d'auditionner 200 personnes, de pouvoir aussi inviter à ce qu'il y ait des études, parce que les émotions, eh bien, on peut les ressentir, mais il faut objectiver. Donc, il existe des études, et notamment du CSA, et on aura l'occasion d'en parler, j'imagine, dans cette émission, mais il y avait aussi à se dire qu'il fallait faire des études ad hoc pour documenter et objectiver ce qu'était cette période éminemment nouvelle, inédite de crise et de crise sanitaire. Justement, vous parlez des études. Nous recevons également Carole Bien-Aimé-Besse, donc, qui est productrice, réalisatrice et membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Carole, bonjour. Bonjour à vous. Alors, Carole, une question. Vous avez sorti un rapport le 5 mars dernier avec le CSA qui relevait que dans les 4 catégories sur 5, la part des femmes avait bien progressé. Quand on parle des expertes, par exemple, qui a un taux de 38%, de télévision et radio confondues, on a gagné 1 point par rapport à 18 et 8 points par rapport à 2016. Donc, c'était des très, très bons résultats. Mais au CSA, vous avez refait une autre étude post-confinement. Alors, quelles en sont les conclusions ? Alors oui, effectivement, je n'irai pas jusqu'à très très bons résultats, mais effectivement, il y avait une progression que l'on avait notée, sachant que sur l'exercice précédent, on avait pu observer une baisse d'1 point. Mais là, il y avait eu un ressaisissement des chaînes. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec à la fois la radio, les chaînes et les antennes télé pour se ressaisir et faire en sorte que ces chiffres progressent. Parce qu'on ne pouvait absolument pas imaginer que post-MeToo, on soit encore à se poser des questions sur cette thématique et surtout ne pas progresser. Donc effectivement, on avait dépassé la barre des 41%, c'était historique. Donc on était plutôt satisfait de se dire que les chaînes avaient vraiment été dans une dynamique très intéressante.
Et puis effectivement, la crise de la Covid est arrivée et donc on a pu voir qu'effectivement les chaînes se retrouvaient à devoir traiter de ce sujet, un sujet qui n'était méconnu, avec des équipes parfois qui tombaient malades, des équipes en télétravail, et aussi à réagir à chaud. Donc ça a eu une incidence effectivement sur la place des femmes, comme le relevait la députée Calvez. Et donc notre étude, on a pu observer effectivement qu'on était à peu près sur des chiffres similaires. Mais comme on pouvait le constater sur le transparent numéro 1, merci beaucoup de le diffuser, c'est que finalement, sur les femmes, en fait, les femmes étaient présentes, mais intervenaient comme témoins et beaucoup moins comme expertes. C'est-à-dire qu'elles pouvaient témoigner de leur expérience, soit de soignante, soit de mère, aussi beaucoup, mais que quand on venait chercher une parole d'expert, à ce moment-là, effectivement, par rapport aux résultats qu'on avait pu observer dans le rapport présenté au mois de mars, il y avait une chute importante. Et donc, on se retrouvait à seulement 21% d'expertes femmes, alors qu'en temps normal, on était autour de 35%. Donc ça nous a vraiment interpellés et effectivement, on est allé regarder, merci beaucoup pour la présentation du transparent, on est donc allé ensuite regarder, comparer ce qui se passait aussi dans la vie et dans le secteur médical, et on s'est aperçu qu'effectivement, les femmes étaient peu présentes à des postes de décision. Elles étaient effectivement au sein des PUPH, donc professionnels hospitaliers et professeurs des universités, elles n'étaient qu'à 19%. Donc on voit bien qu'elles étaient effectivement assez... il y avait un déséquilibre et que donc on se retrouvait finalement face à une représentation d'expertes très faibles par rapport à la normale, mais qui étaient plutôt fidèles à ce que l'on pouvait observer du côté du secteur de la santé. Donc c'est vraiment une responsabilité partagée. C'est pour ça que l'étude que l'on a pu rendre, effectivement remettre au mois de juin, a été là pour effectivement insister sur le fait qu'il y avait une responsabilité partagée à la fois des médias, mais aussi du secteur médical. Et puis quand on regarde aussi, on s'aperçoit que les expertes étaient très peu présentes, les expertes politiques étaient peu présentes, que la parole politique était portée essentiellement par des hommes durant cette période, qu'au niveau de l'État, des responsables, effectivement, c'était une parole du président de la République, du Premier ministre, du directeur de la Santé, du ministre de la Santé, donc 4 hommes qui portaient cette parole nécessaire, puisque effectivement les Français avaient besoin d'être informés en temps réel, mais effectivement on a pu constater que cette parole-là aussi était portée par des hommes. Donc il y a effectivement, on a observé que les chaînes, dans un cadre d'information à chaud, étaient effectivement moins bonnes qu'en temps normal, mais malgré tout, on a pu aussi observer, comme je vous le disais, que de l'autre côté, la parole masculine était aussi très présente dans le secteur médical, au niveau politique et dans les secteurs que j'évoquais tout à l'heure. Donc je crois qu'il est très important que cette étude a permis de montrer qu'effectivement, sur des crises comme celle-ci, au niveau des expertes, même si ce n'est pas le reflet de la réalité, il faudra effectivement renforcer les guides pour effectivement permettre aux journalistes de pouvoir faire venir témoigner en plateau des femmes. Merci beaucoup, Carole. Céline, vous partagez ces constats ? Oui, on partage ces constats. Alors là, on est sur le domaine de l'audiovisuel, mais en fait, nous, on a pris aussi en compte ce qu'étaient les médias de presse écrite. Là, on dispose d'encore moins de données à ce sujet, mais il faut tirer la sonnette d'alarme et avoir une vigilance constante. Et d'où le fait de pouvoir inviter à multiplier les études que l'on a faites en temps de crise, mais qui seraient
bonne aussi à faire hors période de crise, c'est-à-dire de pouvoir inviter à ce que l'on ait cette objectivation toujours en rappel pour que ça soit une exigence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement se contenter de regarder de temps en temps ce qu'il en est et de mesurer les progressions, c'est très bien, mais ça ne suffit pas, puisque on a bien vu que lors d'une crise, si on ne fait pas attention, eh bien, on se serait aperçu des mois après qu'il y avait eu des baisses jusqu'à 9%. Sur les premières semaines, il faut vraiment distinguer qu'il y a eu un décrochage. Il y a eu un décrochage les premières semaines. Or, si on n'est pas là à pouvoir l'identifier et de pouvoir rappeler comme ça, eh bien, on passe à côté d'une opportunité de faire se ressaisir les acteurs médiatiques, politiques, économiques, enfin tous ceux qui participent à ce qu'il y ait une meilleure égalité de parole et finalement entre les femmes et les hommes dans les représentations. Et on peut regarder ce qu'il en est dans les contenus, que ce soit audiovisuel ou écrit, mais il faut regarder aussi ce qu'il en est dans les couloirs, c'est-à-dire aussi la place des femmes dans la construction de l'information. Et ça, c'est vraiment important. Et là, on a encore des choses à pouvoir apporter. Donc, dans l'ensemble de nos préconisations, il y en a 26, je pense qu'on ne va pas revenir sur l'ensemble, c'est pas le but. Il y en a certaines qui sont vraiment là pour encourager à ce qu'il y ait une objectivation aussi bien dans l'audiovisuel que la presse écrite, et donc de trouver des moyens de pouvoir automatiser la vigilance de chacun, de pouvoir faire que le CSA ou l'INA, comme ils le font depuis plusieurs années, puissent le faire comme ça en continu. Donc ça demande aussi des moyens, ça demande aussi des méthodes sans doute différentes. Mais au-delà de ça, il faut aussi pouvoir aller questionner. Alors, la place des expertes, et avec Vox Femina, il y a une vraie attention de mise en valeur des expertes, mais surtout de faire se rencontrer le monde des expertes et le monde des médias. Et donc, il y a eu plusieurs initiatives que Vox Femina a mis en place. Il y a aussi le site desexperts.fr qu'il faut encourager et dont il faut assurer le financement et une meilleure encore animation. En fait, ça pose la question aussi de quel est le devoir du public, des pouvoirs publics, dans l'investissement pour une meilleure égalité. Aujourd'hui, quand on met en valeur les expertes, c'est non seulement mettre en valeur les femmes qui ont l'expertise, mais c'est aussi mettre tout un champ d'expertise qui a été souvent ignoré. Donc c'est aussi soutenir la recherche, soutenir la connaissance. Et je pense qu'il est du devoir des pouvoirs publics de pouvoir insister là-dessus. Et puis, ce n'est pas seulement les médias, ce n'est pas seulement les pouvoirs publics, c'est toutes les institutions. Carole Bien-Aimé-Bess le disait, c'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir entraîner toutes les institutions à encourager, à présenter des expertes, des porte-paroles, qui soient des femmes et des hommes, mais qu'on ait une véritable égalité. Ça facilitera la tâche des médias. Merci. Nous reviendrons sur les préconisations un peu plus tard. J'aimerais que nous retrouvions Thierry Jadot. Thierry, bonsoir. Bonsoir. Alors Thierry, en mai 2019, vous étiez président de Dan Souffrance et vous avez signé la charte « Jamais sans elle ». Alors cette charte permet de promouvoir la participation des femmes à toutes les interventions publiques et les actions internes et externes au sein des entreprises. Pourquoi c'était important pour vous de la signer ? Déjà, je voudrais juste préciser ce qu'est l'association Jamais sans elle. C'est une association qui a été fondée par des hommes et des femmes et qui promeut effectivement une représentation plus grande des femmes dans les instances dirigeantes, dans les jobs à responsabilité, et puis surtout dans la représentation, dans l'expertise dans les médias, mais aussi dans la communication et dans toutes les entreprises. Et pour se faire aider, eh bien, les entreprises qui signent la charte, une charte qui est assez contraignante, eh bien, lorsqu'elles sont dans cette démarche de promotion de la mixité en particulier, eh bien, entrent sur des problématiques salariales, sur des problématiques de gouvernance, sur des problématiques de participation à des tables rondes, dans une démarche de réflexe afin que les femmes soient systématiquement représentées. Et si j'ai souhaité signer cette charte, c'est aussi parce que je suis issu d'un milieu de la communication et des médias. Et parce que ce milieu de la communication, il est jeune, on a la moyenne d'âge, c'est à peu près 34 ans, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans les agences de communication, on pense souvent que ce n'est pas un problème, et en plus c'est un univers très privilégié et très cool. En fait, on se rend compte qu'il y a pas autant de femmes que cela dans les comités exécutifs des agences, il n'y a pas autant de femmes que cela à la tête des agences, un peu comme dans les médias, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui sont journalistes, mais vous avez assez peu de femmes, à l'exception du service public, qui sont à la tête des grands médias ou des grandes plateformes numériques. Eh bien, en fait, on a la même problématique. C'est-à-dire, oui, c'est cool, mais il faut
pouvoir avoir plus de femmes à des jobs de responsabilité, et la charte nous y aide. C'est aussi parce qu'à partir du moment où il y a des problématiques d'accès à des niveaux élevés de responsabilité, alors on a tout de suite le corollaire de cette problématique qui est la problématique salariale. Et donc comment est-ce qu'on agit sur les deux leviers, faire en sorte qu'il y ait qu'on s'achemine vers une égalité salariale à niveau de compétences équivalentes, alors que dans la communication, il faut juste savoir que les prétentions salariales des jeunes qui s'adressent à des agences de publicité ou d'autres, eh bien, ces prétentions sont systématiquement inférieures aux prétentions des hommes. Et que malheureusement, lorsque une femme, eh bien, elle connaît une grossesse, puis 2 grossesses et 3 grossesses, eh bien, parfois, si cette grossesse couvre la période des augmentations salariales, souvent elle y échappe. Et donc les 6% de départ finissent à l'issue d'une dizaine d'années par représenter 15% d'écart salarial, sans compter les opportunités de promotion qui ont été perdues entre les deux. Et donc la charte, c'est de nous faire aider par cette association afin qu'on retrouve une égalité salariale au fil du temps, ou en tout cas qu'on comble le gap qui s'établit dès le départ, que dans les boards et les comités exécutifs des agences, il puisse y avoir une mixité plus affirmée. Et j'ai eu la chance au sein de Dentsu d'avoir un board qui, après quelques années, a pu avoir 50% d'hommes et 50% de femmes. Et puis, tous les dirigeants de Dentsu ont également signé un engagement à ne jamais participer à des tables rondes si des femmes n'étaient pas présentes. Et donc, cette démarche finit par devenir un réflexe. Et moi, je suis très heureux d'avoir pu associer Jamais sans elle à cette démarche. Maintenant, je suis au bord de Jamais sans elle pour pouvoir, j'allais dire, évangéliser d'autres entreprises, sachant que j'ai eu un parrain qui était Carlo Plurasanta, qui est le patron de Microsoft, que SAP a signé la charte, que BNP Paribas a signé la charte, que EDF a également signé la charte, qui inscrivent les entreprises dans cette démarche positive, parce que j'insiste sur le fait qu'avec Jamais sans elle, on n'est pas dans la victimisation des femmes qui seraient mal représentées dans les boards. On est plutôt dans le name and celebrate que dans le name and shame, et je pense que ça, c'est très important. Et j'insiste sur la diversité, c'est ce que disait Céline à un instant, c'est que la diversité, c'est le premier levier de l'innovation. Et souvent, quand on manque de femmes dans les boards ou dans les médias, dans les domaines d'expertise, en fait, c'est des pertes d'opportunités pour les médias. Parce que les femmes ont un regard particulier, notamment dans l'univers de la santé, qui aiderait sans aucun doute, ou qui aurait aidé sans aucun doute à mieux gérer cette crise. Merci beaucoup Thierry. Merci Carole, merci Céline. Nous allons passer dans quelques instants à des témoignages. Bonsoir Julia Dorner. Bonsoir. Alors, vous êtes rédactrice en chef à la chaîne France 24. J'aimerais que vous nous racontiez comment vous avez vécu cette période, comment ça s'est passé ce confinement, et c'était si difficile que ça de trouver des expertes? Alors, je suis rédactrice en chef, effectivement, et je suis chef du service de programmation des invités.
Et donc, il a été, quand le confinement nous est tombé dessus, l'urgence, la priorité a été d'alimenter les antennes avec des invités. Et c'est vrai que la problématique des femmes, de la présence des femmes, est un petit peu passée au second plan. Mais je tiens à dire en préambule que c'est vraiment une question qui nous tient beaucoup à cœur, autant au niveau de la direction de France 24 que de mon service. On est tous très engagés sur ce point, sur la nécessité d'avoir des femmes expertes à l'antenne pour une question de crédibilité, tout simplement, aussi. Donc, de crédibilité de nos antennes, parce qu'on ne peut pas, si on n'a que des invités hommes, on ne représente pas la société non plus, enfin, et puis on ne peut pas faire comme ça. Je ne sais pas si vous aviez vu pendant la pandémie, il y a une étude Forbes, je fais un tout petit aparté, qui a montré que les pays qui avaient été dirigés par des femmes avaient mieux lutté contre la pandémie. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant à noter. Donc c'est vrai qu'au départ, et puis en plus, donc notre priorité première a été de trouver des invités, de caler des invités, d'alimenter les antennes avec des invités, parce qu'il y a plein d'émissions qui s'étaient arrêtées, donc il fallait qu'on pallie à ça. Et puis de défricher un tout nouveau territoire, parce qu'on n'avait jamais, enfin une pandémie mondiale comme ça, évidemment, on n'en avait jamais vécu. Donc on n'avait pas non plus dans nos bases d'invités des épidémiologistes ou des virologues. Bon. Et il se trouve que on a eu plus d'hommes que de femmes, mais il se trouve qu'il y a plus de virologues hommes et d'épidémiologistes hommes que d'épidémiologistes ou de virologues femmes. C'est aussi une réalité de la société. Alors, quand nous avons préparé cette émission, vous m'avez dit également aussi que, heureusement qu'il n'y avait pas eu de crash d'avion. Vous pouvez expliquer pourquoi ? Absolument, parce que dans l'aéronautique, 98% des experts sont des hommes, je dirais. Et quand il y a un gros crash d'avion, on part ce qu'on appelle en breaking news, on fait des éditions spéciales qui sont alimentées par des invités. Et là, on a des hommes et des hommes et des hommes. Mais si vous voulez, nos chiffres à France 24, hélas, pour le mois d'octobre, ne vont pas être bons, parce qu'il y a eu l'attaque devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, et que, comme dans l'aviation, dans l'aéronautique, les experts terrorisme sont allés à 85% des hommes. Ah. Ouais. Merci beaucoup pour ce témoignage, Merci. Julia. Merci à vous. J'aimerais que nous écoutions maintenant Hélène Lecomte. Hélène, bonsoir. Bonsoir. Alors, Hélène, vous êtes directrice adjointe de la rédaction de LCI. Alors, à votre tour, racontez-nous comment ça s'est passé, comment vous avez vécu ce confinement à LCI et est-ce que c'était si difficile aussi donc, pour vous de trouver des expertes ? Alors, je pense que le constat est partagé par tout le monde. Et pour vous répondre, moi, je voulais partager d'abord une expérience et puis une exigence. L'expérience qui a été la mienne pendant le confinement et cette crise sanitaire de présentatrice, puisque j'étais à la tête de plusieurs tranches d'information. Et puis, mon exigence aujourd'hui en tant que directrice de la rédaction de LCI. Une exigence qui est d'autant plus forte que l'on est à nouveau dans une situation sanitaire, puisque c'est notamment le sujet de ce soir, de plus en plus incertaine, de plus en plus préoccupante. Et donc, cette problématique de la place des femmes et des femmes expertes sur nos plateaux, elle est plus que jamais importante. La visibilité de ces femmes sur nos plateaux, c'est l'engagement d'un groupe, c'est l'engagement d'un certain nombre de groupes de médias, c'est une nécessité. Et puis, c'est une conviction personnelle qu'il faut évidemment défendre. Alors, je vais commencer quand même par évoquer un point qui ne l'a pas encore été, parler peut-être de nos expertes maison, parce qu'on a aussi des expertes sur les plateaux et que sur les antennes de LCI, sur les antennes de TF1, ces expertes sont venues, elles étaient présentes, les femmes étaient là et bien là sur les antennes de LCI et TF1 pendant la durée de ce confinement, comme nos incarnations à l'antenne qui étaient également là, parce que c'est un travail qui a été fait aussi au sein du groupe, à TF1, Anne-Claire Coudray le week-end, Marie-Sophie Lacaro qui va nous rejoindre pour le 13h, et puis sur LCI, oui, c'est une femme qui présente la matinale, oui, c'est une femme qui présente l'interview politique, c'est une femme qui fait le débat de 17h, qui est à la tête de l'émission politique phare de la chaîne, et alors, c'est normal, et il faut qu'aujourd'hui ce soit normal, et j'aurais presque envie de ne pas avoir à le souligner, mais c'est important, et je trouve que c'est bien de commencer par un constat positif. Mais on parle là des expertes maison, pas de celles que vous voulez qu'on évoque et que je vais évoquer dans un instant, mais je voulais commencer comme ça mon introduction. Pour reprendre vos questions, le confinement, qu'est-ce qu'il a changé ? Il a changé la physionomie des antennes d'abord sur TF1, qui a produit l'équivalent de 3 JT par jour, et puis sur LCI, où il a fallu fondre les tranches d'information
par souci sanitaire pour nos équipes, parce qu'il fallait d'abord assurer un roulement et puis limiter le nombre de gens sur le site. Et donc, ça s'est traduit par des heures d'antenne plus nombreuses, par une soif d'information aussi, une soif d'expertise et donc plus d'heures de direct. Et pour nourrir ces heures de direct, nous y voilà, il fallait des experts, des expertes et de l'expertise. Moi, je vais prendre 2 exemples. Je faisais à ce moment-là notamment la tranche de la mi-journée, 12h, 15h, ou bien le brunch le samedi et le dimanche, 10h midi. Sur mes plateaux, notamment Roselyne Bachelot, avec qui j'ai partagé un certain nombre d'après-midi, notre spécialiste éco Claire Fournier, 2 femmes. C'était déjà un bon départ pour alimenter ces plateaux, et ce n'est pas une chance, parce que c'est un travail qui a été fait aussi au sein de la rédaction pour développer la place des femmes. Ensuite, effectivement, dans l'urgence pour compléter ces plateaux, est-ce que lorsque l'on formule une demande d'invité, on demande une spécialiste, une virologue, une infectiologue, une épidémiologiste? Très sincèrement, non, on a besoin d'experts sur les plateaux et la plupart du temps, eh bien, effectivement, on a eu des experts masculins aussi parce que c'est un carnet d'adresses qui ne nous est pas familier. Ce n'est pas de l'économie, ce n'est pas de la politique, ce n'est pas naturellement l'information que nous traitons sur LCI. Alors ce carnet d'adresses, depuis, il s'est étoffé. Il y a quelques femmes que l'on retrouve et j'espère qu'il y en aura de plus en plus et nous les cherchons de plus en plus. Mais c'est vrai, pour en revenir à ce qui était dit tout à l'heure, les femmes étaient en première ligne, actrices. Elles témoignaient, les infirmières, les aides-soignantes, 87% d'infirmières, 91% d'aides-soignantes. Et puis à l'inverse, mandarin, en médecine, ça se conjugue beaucoup au masculin. C'est vrai également, ça a été évoqué tout à l'heure, les incarnations politiques de la crise, Jérôme Salomon, Olivier Véran, Édouard Philippe, Emmanuel Macron. Ben oui, ça ne nous aide pas beaucoup. Heureusement, quelques présidentes de région, Valérie Pécresse, que l'on a fait intervenir sur nos antennes, Anne Hidalgo, la maire de Paris, mais avec une visibilité moindre. Et puis, allons-y, le conseil scientifique, 3 hommes, 7 femmes. Et parmi ces 3 femmes, une anthropologue, une représentante de milieu associatif et seulement une femme médecin, une réanimatrice, Lilia Boadma, qui depuis a été invitée, elle aussi, sur nos plateaux. Donc c'est vrai que l'institution peut elle aussi se questionner, qu'elle ne nous aide pas beaucoup, que ce n'est pas facile d'être en avance sur la société, qu'il faut faire avec ce que la société nous propose. Donc pour résumer, nous étions face à une très forte demande d'expertise, il a fallu renouveler nos contacts et c'est vrai que nous étions face à une urgence et que c'est celui ou celle, et en l'occurrence celui qui décrochait le premier, qui était disponible, qui était invité à venir sur nos plateaux. Oui, c'est ce que vous disiez aussi, Julia, c'était la priorité, donc c'était ça. Et c'est ce qui conduit à cette autre explication, à la difficulté de trouver des femmes pour venir sur vos plateaux, je comprends bien. Il y en a d'autres, Hélène, que vous aviez envie de souligner. Je voulais souligner cette question de disponibilité, je pense qu'elle est très importante et en partie en période de crise. Disponibilité, charge mentale, organisation, qui s'organise ? Eh bien, en priorité, je pense que ce sont les femmes et qu'une femme à qui on fait une proposition pour venir sur un plateau, qu'elle soit ou non en télétravail, pendant cette crise sanitaire, il y avait les enfants à la maison, il fallait faire le suivi des devoirs, il fallait s'occuper des repas. Eh bien, je pense que dans cette organisation, un homme se dit plus facilement, c'est pas bien grave, moi j'y vais et puis l'intendant suivra derrière. Pour les femmes, c'est différent. Quelques chiffres quand même. Le ménage, une étude sur les tâches ménagères, 2h34 pour les femmes contre 2h10 pour les hommes pendant le confinement, et encore dans les foyers sans enfants, parce que dans les foyers avec enfants, 2h44 pour les femmes, 2h02 pour les hommes. Si on parle de la préparation des repas, il faut s'accrocher quand même. 28% des hommes pensent qu'elle leur revient et 43% que c'est à leur compagne de s'en charger. Dans ces situations particulières, on peut imaginer que ces inégalités qui existent déjà ont encore été renforcées et que ça n'a pas aidé effectivement cette inégalité de départ à faire en sorte que les femmes soient représentées et plus disponibles aussi pour venir nous éclairer de leurs expertises. Merci pour vos témoignages à toutes les deux. Alors nous avons bien vu donc, la phase constat. Maintenant, dans quelques instants, nous allons parler des pistes de solutions.
Alors, Céline Calvez nous a parlé de 26 préconisations qui sont donc dans son rapport. Nous n'allons malheureusement pas pouvoir présenter les 26, mais j'aimerais bien que nous parlions des premières, puisqu'elles concernent le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Carole, pouvez-vous nous donner quelques pistes ? Alors, effectivement, je pense qu'on l'a dit, Céline et moi tout à l'heure, c'est vrai que l'idée d'avoir à disposition un guide qui fasse autorité, qui soit mis à jour, y compris dans le cadre de secteurs comme la santé, parce qu'effectivement, comme le disait tout à l'heure la journaliste d'LCI, c'est qu'à un moment donné, il faut faire vite, et donc le carnet d'adresses habituel ne convenait pas. Donc, avoir ce guide des expertes qui est un outil connu, donc qu'il faudra, je pense, renforcer, donc avec l'aide peut-être de l'Académie des sciences ou autre, me paraît important dans un premier temps pour aider. Mais aussi, on a pu l'observer, c'est-à-dire que quand les journalistes faisaient appel, par exemple, à l'Institut Pasteur, sur 15 personnes envoyées par l'Institut Pasteur, il n'y avait seulement qu'une femme. Pardon. Ah. Sur 15, on avait une femme qui était proposée. Donc, après, c'est vrai que pour une rédaction, c'est toujours un peu difficile, quand vous faites appel à l'Institut Pasteur, de dire « Ah mais non, c'est pas lui que je veux quelqu'un d'autre ». Enfin, vous voyez, donc Oui. il faut aussi que de l'autre côté, alors que du côté des universitaires, contrairement au PUPH, aux praticiens, on se rend compte que du côté des universitaires, nous sommes à parité. Donc, normalement, l'Institut Pasteur aurait pu proposer plus qu'une femme sur les 15 qui étaient effectivement adressées aux médias. Dans cette période, quand les rédactions faisaient appel effectivement à l'Institut pour avoir des experts qui puissent témoigner en plateau. Merci Carole. Céline, vous êtes encore avec nous ? En train de donner la parole. Céline ? Ah. Donc nous avons... Thierry, j'aurais bien aimé savoir donc, quelles étaient les actions que vous aviez mises en place avec Jamais sans elle, la charte Jamais sans elle. Alors, il y a plusieurs types d'actions, puisqu'on a un sujet de représentation dans les instances de gouvernance tel que je l'ai évoqué. Et on a un deuxième sujet, et ça, je pense que ça relève de la volonté de l'entreprise de promouvoir des femmes, de les former et d'exiger des chasseurs de tête que sur tous les candidats, eh bien, il y ait des candidates. Parce qu'on est dans un monde où on a plutôt tendance à embaucher des gens qui vous ressemblent, qui nous ressemblent. Et donc, il est important d'exiger de chasseurs de tête qu'ils aient systématiquement des candidates, en particulier sur les postes à responsabilité. Mais on a une responsabilité particulière dans la communication. Parce que ce que je viens d'entendre là pendant les quelques dernières minutes, c'est que les journalistes ont du mal à trouver des expertes. Et si elles ont du mal à trouver des expertes, c'est qu'on a aussi du mal, je dirais, à ce que des femmes et des jeunes filles, je veux dire, embrassent les carrières scientifiques. Et donc, il y a un travail que nous faisons avec Jamais sans elle, avec le ministère de l'Éducation nationale, afin de solliciter, afin de susciter des vocations. Et la responsabilité particulière que nous avons dans la com, c'est exactement la même chose que dans les livres scolaires. C'est comment est-ce qu'on fait en sorte que les stéréotypes de genre dans la publicité soient combattus, afin que les expertes aussi, quel que soit le sujet dont on parle, eh bien, soient mises en valeur, parce que souvent, vous vous rendrez compte que dans la publicité, vous avez l'expert qui est un homme, et la modératrice, c'est celle qui fait parler l'expert qui, lui, est un homme. Et donc, c'est ça qu'il faut changer. Et donc, on a mis en place des systèmes de formation pour que les créatifs des agences, qui souvent sont des hommes, eh bien, puissent finalement intégrer le souci de représentativité de la société française dans la communication publicitaire. Bien sûr, il y a tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire de systématiser le fait que des femmes qui sont en congé maternité eh bien, n'échappent pas aux augmentations salariales lorsqu'elles ne sont pas en présentiel dans l'entreprise, etc., afin d'éviter qu'il y ait des gaps qui se prolongent au fil de la carrière et que nous allouons chaque année un pourcentage des augmentations salariales qui viennent justement compenser ces écarts qui naissent au début de carrière et afin qu'après 10 ans, il puisse y avoir une plus grande égalité. Merci beaucoup Thierry. Carole, quelques pistes encore. Alors, effectivement, l'idée d'inciter plus de jeunes femmes dans les carrières scientifiques est essentielle.
Et nous avons donc au CSA, et Céline Calvez connaît bien ce projet puisqu'elle y a également participé, travaillé sur une charte pour une représentation mixte pour les jouets, à l'initiative d'Agnès Pannier-Runacher, pour justement inciter toute la filière du jouet et toute la filière aussi de jeunesse et de l'éducation, pour permettre qu'effectivement on n'ait plus une représentation genrée des jouets. Donc c'est vrai que sur les petits kits de scientifiques, les kits de petits chimistes et autres, souvent on avait des petits garçons. Et donc c'est vrai que ça n'aide pas, dès le plus jeune âge, à permettre aux filles de se projeter dans un univers qu'elles estiment ne pas être pour elles. Donc effectivement, cette crise a aussi permis à démontrer qu'elles étaient moins présentes dans ces filières et surtout qu'elles n'étaient pas à des postes, elles n'étaient pas en responsabilité. Les femmes n'étaient pas en responsabilité. Et c'est effectivement c'est ce qui a été diffusé dans les médias tout au long de cette crise. Elles témoignaient, elles étaient au front, à la maison aussi, mais dès qu'il s'agissait d'une parole d'expertise ou d'une parole d'autorité, les femmes n'étaient pas présentes. Donc voilà, donc le guide des expertes, cette charte, travailler effectivement comme nous le faisons au quotidien avec les chaînes pour les inciter effectivement à fluidifier effectivement le fait d'avoir des femmes à tous les étages, qu'effectivement dans les organigrammes on soit aussi à parité, parce que ça a été très bien dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on ne peut pas considérer qu'il n'y a que ce qui est diffusé qui compte. Il y a aussi les états-majors, les équipes qui composent les rédactions des chaînes, les équipes qui composent aussi l'achat de programmes. Et effectivement, souvent, on retrouve des hommes. Et de ce point de vue-là, il faut que les choses changent. Mais je crois qu'il y a une prise de conscience, en tout cas qui est réelle, pour faire en sorte qu'on ait des médias plus inclusifs. Parce qu'effectivement, il y a les femmes, mais il y a la diversité dans son ensemble. Et effectivement, avoir des catégories socioprofessionnelles différentes, une diversité aussi des origines, plus de personnes en situation de handicap, pour être plus en phase avec la société qui est la nôtre. Merci, c'est vraiment un débat très intéressant. Quel dommage que nous n'ayons qu'une heure pour en parler. Maintenant, il y a plein de pistes, vous en avez donné beaucoup. Je vous remercie, j'ai trouvé vraiment passionnant. Je tiens à remercier tout le monde, Céline, Carole, Julia, Hélène, Thierry, Elisabeth, qui nous a reçus ici au sein du studio TV Orange. Et je vais vous inviter au prochain rendez-vous Femmes en Vue qui se déroulera fin novembre, en présence de Lorraine Bastide, qui est autrice du livre Présente, Ville, Médias, Politique, quelle place pour les femmes. Et nous retrouverons également nos lauréates du concours Femmes en Vue, saison 6. Merci à tous et bonne soirée. Un grand merci à nos participants. Merci à vous.